Des grosses quiz. Ça change, hein? Bah oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 2 de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie française. Aujourd'hui, je donne la parole à Joachim, fondateur et coach chez iLift, qui va nous parler de sa philosophie de l'entraînement, de sa vision du coaching haltéro dans le monde du CrossFit et de l'importance de l'individualisation dans la programmation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu quel est ton parcours en tant que coach et en tant qu'athlète avant de créer la structure iLift ? On dit iLift ou iLift ? On dit iLift, c'est un terme anglais en fait, iLift, je soulève tout simplement. C'est un terme qui a été trouvé par une ancienne, pas une ancienne, mais une sportive, une volleyeuse qui a fait les JO de Londres et elle m'a dit iLift, c'est facile, c'est anglais, c'est international, tout le monde comprendra. Donc on est parti sur iLift. Voilà, donc moi je suis Joachim Israël, donc j'ai 32 ans, hein, j'ai commencé l'haltérophilie à l'âge de 14 ans et déjà dès le départ j'emmenais un petit peu tous mes copains au club et j'aimais bien les entraîner, m'occuper d'eux et puis voir un peu ces progressions. Et puis de fil en aiguille, je me suis formé pour me professionnaliser et jusqu'à venir entraîner au club de Quimper où j'ai vraiment, on va dire, aiguisé mes couteaux en termes d'entraînement. Et à l'issue, en fait, compte de ces années d'entraînement, j'ai aussi fait évoluer ma pédagogie et j'ai voulu en fait mettre à profit cette pédagogie qui fonctionne bien, qui fonctionne avec tout le monde via des séminaires, puis via une application qui devrait sortir dans les mois qui viennent. Écoute, c'est très bien résumé. Moi, je te connaissais déjà un petit peu avant, donc j'aimerais bien que tu nous en dises plus un petit peu juste sur ton parcours en tant qu'athlète, puisque tu as quand même fait... t'as quand même fait des compétitions nationales, puisque tu as fait le championnat de France plusieurs années consécutives, ce qui est déjà une belle perf quand on voit les minima chez les hommes. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les barres que tu as faites, sur les KT, sur tout Alors, ça? moi, ma catégorie, c'était les 77 kilos. Donc j'ai fait mon premier championnat de France en 2012. C'était d'ailleurs à Quimper et c'est à l'issue de ce championnat de France que le club m'a recruté. Donc il y avait pour le côté perf, entraîneur, ami, il y a tout un lien qui s'était créé là-dessus. Donc ce jour-là, j'ai fait mon premier zéro pour mon premier championnat de France. Donc très grosse expérience dès le départ. Ensuite, mon deuxième championnat de France, j'ai dû faire 2 essais réussis sur 6. Donc c'était quand même 200% mieux que le premier championnat de France. Et enfin, le troisième championnat de France qui s'est déroulé. Alors, non, le troisième, non, je dis une bêtise, le troisième c'était du coup en 2014. J'ai refait un zéro, c'était à Saint-Marcelin. Je me rappelle très bien, il devait faire 35-40 degrés, petit breton, ne supportant pas cette chaleur à la dernière tentative, effondrement, on m'a traîné pour me sortir du plateau. Et puis en fait, compte, l'avant-dernier championnat de France que j'ai pu faire se trouvait à Vannes, à Saint-Avé exactement, en Bretagne. Et là, donc on était en gros à la maison, hein, Quimper ou Vannes, je veux dire, ça reste la maison. Et donc gros public, grosse ambiance, puis grosse préparation aussi. J'ai commencé à faire attention à tout ce qui était alimentation, parce qu'en fait, à l'époque, avant que le CrossFit arrive en France, on va dire, l'alimentation en compétition, c'était sandwich jambon beurre et galettes saucisses. Donc, Je pensais pas que ça avait arrêté d'être ça, moi je continue. Hein. mais je pense que ça continue quand même en compète, à mon plus grand désarroi de voir ça, par contre. Bon, la galette saucisse, par contre, c'est très bon, parce que juste avant le championnat de France, là, et même avant la pesée, j'ai pu manger une galette saucisse. Et je pesais moins de 76 kilos. Parce que j'étais affûté, j'ai dû avoir, c'est les 2 seuls mois où j'ai eu un vrai six-pack. Et j'ai sorti 130 au snatch, 155 au clean and jerk ce jour-là, ce qui était mes plus grosses performances. Et donc je fais aussi médaille de bronze au championnat de France derrière l'indétrônable Bernardin Kingway et Emmanuel Paul, l'éternel second. Pour moi, c'est le pouli-d'or de l'haltérophilie française. En tout cas, les derniers étaient mieux que les premiers, parce qu'effectivement, ça faisait un petit peu le roi de la patate, quoi. Hein. J'ai été le roi de la patate, c'est exactement ça. Et non, en fait, j'ai travaillé aussi sur l'expérience. Mais au bout d'un moment, on se demande comment est-ce qu'on peut progresser. Et c'était vraiment plus sur l'aspect mental et l'aspect nutritionnel que je pouvais progresser. Niveau qualité physique, j'ai pas des qualités physiques, en tout cas de force exceptionnelle. J'ai une bonne souplesse, une bonne coordination. Mais en force pure, j'ai jamais été extraordinaire. Donc il fallait que je fasse évoluer
mes possibles progressions d'une certaine façon, et elles se sont dirigées sur autre chose que l'entraînement pur. L'entraînement arrivé à un stade, c'est plus lui qui permet réellement de progresser, c'est vraiment d'autres Ok, choses. donc c'est en faisant évoluer ton hygiène de vie, quoi, au sens assez large. Voilà, en faisant évoluer mon hygiène de vie et aussi l'approche psychologique, je pense que c'était quelque chose de très important. Parce qu'après l'hygiène de vie, il faut savoir aussi que j'étais assez très fêtard, on va dire, pendant que je m'entraînais, on va dire un peu avant 2015. J'étais très fêtard, j'avais besoin de ce côté sociabilisant de la fête pour aimer la vie. J'alliais fiesta, entraînement, et bon, je l'assumais, hein, mais je pense que ça a joué forcément Je sur mes rebondis sur ce que tu as performances. dit parce que je trouve que c'est très intéressant en haltérophilie, puis je pense que c'est pour le coup c'est assez central puisqu'on est tous déjà confrontés à ça. Bon, alors moi à titre perso j'ai vécu à peu près la même chose que toi. J'ai fait une première année assez chouette. Je suis arrivée au championnat de France avec des belles barres, plutôt prêtes. Et puis je me souviens, parce que à chaque fois je le décris de cette façon, je me souviens être montée sur le plateau et avoir vu blanc. C'est-à-dire que j'avais l'impression que les projecteurs, parce qu'il y en avait ce jour-là, c'est incroyable, de les avoir braqués dans les yeux. Et j'ai l'impression que j'ai mis mes mains sur la barre, j'ai tiré dessus, je l'ai mis au-dessus de ma tête. Et tout ce qui s'est passé entre deux, j'ai rien senti. Aucune sensation, aucune technique. Alors je la rate une fois derrière parce que j'ai voulu trop en mettre. Du coup, l'essai d'après, je la rate devant. Donc quand j'arrive sur mon troisième essai, premier championnat de France, où je me dis putain, 1 an de préparation pour aller chier dans la colle devant tout le monde maintenant, c'est super. C'est Et très ça très s'est dur, amélioré c'est d'année très en très année. dur. Voilà. Mais je me souviens au début, j'avais beau être prête, j'arrivais jamais à sortir sur le plateau ce que j'aurais entre guillemets mérité. Et du coup, c'était une vraie interrogation. Puisque il y a beaucoup de sports dans lesquels la préparation mentale c'est déjà acté, on sait que c'est nécessaire. Je trouve que c'est super important en haltérophilie, et pourtant on sait pas faire encore. Comment t'as fait toi? Mmh, alors, j'aimerais bien rebondir aussi sur ce que tu dis d'un coup, parce que on sait pas faire, c'est un peu comme l'alimentation, c'est un peu comme la méthodologie d'entraînement, ces choses-là. En fait, compte l'haltérophilie en France, c'est une discipline sportive qui ne crée pas d'économie, sauf depuis que le CrossFit commence à arriver. Et en fait, quand quelque chose ne crée pas d'économie, ça ne suscite pas un grand intérêt des gens, et donc on s'intéresse pas plus que ça à comment optimiser, donc dans le cas de l'haltérophilie, la performance et les résultats. Donc je pense que le fait qu'il y ait une économie qui se soit créée aussi autour de ça, aussi petite soit-elle, va permettre de créer de la compétence, de la connaissance et de les développer au fur et à mesure. Mais moi, comment j'ai fait? Alors je pense que ça s'est fait un petit peu de façon automatique par l'expérience. On prend confiance en soi aussi par l'expérience. Et, en parlant avec les autres et en regardant aussi les autres. Et puis, moi, j'avais besoin de ce côté-là où fallait pas que j'ai peur de la barre, il fallait que j'ai envie d'aller la démonter, quoi. La barre, c'est si je rate une barre, il faut que je mette plus lourd. Parce que si je mets la même, j'aurais pas la même envie. Et j'allais dans cette optique-là, si je rate, je mets plus lourd. Si je rate, je mets plus lourd. Et en fait, souvent, ça marchait, en tout cas, à l'arraché, parce que le flux nerveux me le permettait. Au clean and jerk, moins parce que mes qualités de force étaient moins importantes. Mais voilà, je m'étais mis ça en tête, c'était si je rate, je mets plus lourd pour être beaucoup plus en colère, pour être beaucoup plus agressif, on va dire. Je vais repartir un petit peu sur le début de la discussion. Est-ce que je peux te demander ce que tu as comme diplôme? Moi, j'ai tout simplement un BPGEPS AG2F. Donc, c'est très bien, BPGEPS. Moi j'ai un BPGEPS aussi. Oui, J'en oui. suis très contente. Oui, 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 oui. Oui, oui, de toute façon, je pense que n'importe quel diplôme qu'on puisse avoir, si on sort de là en ayant la suffisance des acquis, on, on s'est planté, quoi. Voilà. Donc, peu importe le diplôme permet de travailler. Et derrière, c'est la vie qui va t'apprendre à te construire et à travailler, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, il y a une courbe dont j'ai plus le nom là, mais que j'ai souvent en tête, qui est très facile à comprendre, même si je trouve que pour le coup elle est un peu cliché, mais elle est hyper représentative. C'est que j'ai l'impression que quand on sort, allez, d'une licence ou d'un master STAPS, allez, plus d'une licence parce que d'un master t'as encore 2 années supplémentaires derrière, mais d'une licence et d'un BP, quand bien même t'es bien travaillé pour avoir ton diplôme, t'as déjà quand même pas mal de compétences, mais tout est très condensé. Et
Bah, si t'es passionné par l'entraînement, je trouve que tu sors de là en me disant ah bah génial, j'ai des connaissances en plus. Je m'y connais plus en anatomie, j'ai acquis beaucoup plus de choses. Les grands courants, disons, les indispensables, c'est acquis. Enfin, en tout cas, c'est censé l'être. Et pour le peu que tu pratiques depuis un moment, t'as un peu d'expérience de terrain. Et je trouve que pour moi qui ai coaché aussi en haltéro, beaucoup moins que toi évidemment, hein, on n'est pas sur la même échelle, mais tu tombes toujours un jour sur un athlète pour qui t'arrives pas à trouver de solution. Euh, et Oui, oui, c'est le cas. Il y en a toujours. du coup, t'arrives à un point où t'es obligé de te dire, je suis pas forcément mauvais, mais en tout cas, je suis pas bon, puisque je trouve pas la clé. Donc tu commences à te dire qu'il faut lire d'autres choses. Moi, j'adore Catalyst Athlétique, par exemple, j'ai acheté plein de bouquins. D'ailleurs, j'espère je vais faire un podcast là-dessus à l'occasion, parce qu'il y aurait beaucoup à en dire. Et en fait, je me rends compte que plus tu passes de temps à pratiquer et à enseigner, plus tu te rends compte qu'il y a des millions de façons de voir les choses, des millions de courants, en gros, d'écoles, même dans l'haltéro. Et au final, plus le temps passe, plus tu dis, ah, en fait, j'en ferai jamais le tour et j'ai l'impression que je connais que 1/10 de ce que je pourrais vraiment savoir et que tu vas passer toute ta vie à engranger de la compétence et que plus t'en as, moins t'es convaincu d'avoir la bonne réponse. Oui, oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Alors, je suis pas dans le même ratio de pourcentage, moi je me dis j'en connais 95% et à chaque fois les 5% ils continuent de croître. C'est-à-dire qu'on les découvrira jamais, en quelque sorte. Parce que c'est au fur et à mesure des rencontres, comme tu disais, tu tombes sur quelqu'un que tu n'arrives pas à débloquer. Tu vois, j'avais un gars qui n'arrivait pas à jeter, il épaulait 120 kilos, mais il jetait pas plus de 95 kilos. Et j'ai jamais réussi à débloquer ça. Mais bon, ça, c'était il y a quelques années. Peut-être que maintenant, j'arriverai avec tous les gens que j'ai pu rencontrer. Parce que j'ai dû. Du coup, je comptais à peu près le nombre de personnes que j'ai pu avoir à encadrer. Ça devait être à peu près 1200, je crois, un truc comme ça. Et donc, forcément, tu tombes sur des pathologies, des trucs un peu ahurissants. Et donc, à chaque fois, l'objectif est de trouver la solution. Et avec toutes ces solutions que j'ai pu trouver, alors je dis pas que ça marche à chaque coup, bien sûr, mais il y a quand même eu un pourcentage de réussite qui était très, très important. Donc, oui, on passe notre vie à apprendre et si on n'est pas là-dessus, ben, on s'est planté de chemin, quoi. Oui, bah, je pense qu'au fur et à mesure, t'as de plus en plus de clés en main, donc tu peux commencer à exploiter des pistes un peu différentes. Bah, du coup, c'est parfait. Écoute, tu m'ouvres la porte sur la suite. Donc toi, avec iLift, tu fais également des séminaires. Pas que, mais on va commencer là-dessus. Tu fais des séminaires CrossFit, enfin dans les box de CrossFit, ce qui est effectivement le marché, entre guillemets, hein, sans voir les choses de façon trop financière, on va dire. Mais bah, ça au moins ça de positif qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'haltérophilie. Et je trouve, moi, qui s'intéressent à l'haltérophilie de façon technique. C'est-à-dire qui se disent il faut que j'apprenne le mouvement séparément des WOD pour que je puisse ensuite rajouter de la vitesse éventuellement et avoir une exécution correcte. Et dans l'optique où je fasse de la compétition ou pas d'ailleurs, quand il y a des max ou quand il y a des montées en charge, je peux me faire plaisir, je peux m'amuser, je peux avoir un mouvement sécuritaire, efficace et avoir une marge de progression, puisque en général en CrossFit, enfin, tu as dû avoir le cas, la plupart des gens ont des powers parfois plus élevés que leur mouvement en flexion. Donc on sait que c'est pas un problème de force, ça va être un problème de technique, un problème de coordination, enfin que sais-je, il y en a plein. La première question que je vais te poser du coup, c'est quelle différence tu vois pour toi entre la façon dont tu coaches des crossfitters et la façon dont tu coaches des haltéros? Alors, je garde quand même une base assez similaire qui est pour moi donc la construction technique. Et en fait, en haltérophilie, on a tendance plus à coacher des jeunes, donc des individus beaucoup plus malléables. En CrossFit, on va tomber sur des adultes, donc des gens qui ont bien souvent un passé sportif. Alors ceux qui ont un passé sportif, entre guillemets, à haut niveau, qui ont déjà poussé la bécane, ça va être assez facile, mais souvent les gens qui ont des gens adultes qui vont avoir, on va dire, plus de 30 ans, vont être beaucoup moins malléables. Donc l'approche est vraiment différente, on va être plus dans... Les gens ont besoin d'intellectualiser avant de mettre en place, alors que le jeune, il regarde, tu lui expliques, boum, il fait. Et il n'y a pas besoin que ça passe par 36 chemins. Donc c'est plutôt dans l'approche pédagogique, mais je garde sinon c'est toujours cet aspect technique. Tu vois, c'est un peu ce que je dis avec Aïe, si tu prends soin de ta technique, elle prendra soin de toi, ça rejoint ce que tu disais. Quand on a une technique qui est sécure, et ben enfin on peut aller lâcher les chevaux et se tester. Donc je garde toujours ce côté technique, c'est juste la pédagogie qui va changer suivant le type de public que je vais avoir en face de moi. Mais voilà, ce côté technique, d'haltérophilie pure, de comprendre comment on fait. Je pars du principe que si on sait faire un mouvement en squat, si on sait faire un squat snatch ou un squat clean, on saura faire un power ou on saura faire un power clean ou un power snatch. Alors que malheureusement,
Bon, c'est des choses qui évoluent bien sûr, et parce qu'on y travaille aussi nous en tant qu'entraîneur. C'est enseigner, ces mouvements d'haltérophilie sont enseignés de la façon la plus simple possible, donc vers les mouvements de power pour accélérer le processus de mise en route vers un WOD. Je pense que ça, c'est le premier problème aujourd'hui, c'est qu'on n'enseigne pas les gens à aller en squat. En fait, faire du power, tirer, c'est quelque chose qui est instinctif. Se mettre debout, c'est instinctif, et faire un power, c'est se mettre debout. Se mettre sous quelque chose, c'est pas du tout instinctif, et ça va même faire peur. Et donc, on augmente ce problème en amenant les gens à charger sur des mouvements en power. Ils seront plus capables d'aller en squat parce qu'en fait, compte cette charge qu'ils auront eue en power, ben, ils ne seront pas capables de se mettre en dessous parce qu'ils ne savent pas du tout comment va se passer le mouvement alors qu'il y a déjà une charge. Alors que s'ils savaient déjà faire du squat dès l'origine, peu importe, hein, quand je parle de squat, c'est pas forcément avoir un squat profond, les fesses par terre. Non, squat, c'est en respectant les pathologies et la morphologie de chacun. Aller en squat, c'est pour moi primordial, clairement primordial comme initiation. C'est un format d'initiation primordial. Donc à tous les coachs CrossFit, si vous entendez ça, apprenez les squats clean, les squats snatch très tôt. Ça va rendre service à tout le monde. Exactement, et je fais un petit peu de commercialisation, mais avec les masterclass que j'ai sortis, on est vraiment axé là-dessus, c'est l'éducatif technique des sportifs pour avoir une technique et développer leur aisance avec une barre, et j'aime vraiment travailler là-dessus. La performance n'est que secondaire. On a 1% ou 2% d'athlètes dans nos structures. Le reste, ce sont des gens qui sont là pour du loisir, être bien, même s'ils veulent performer. T'es performé pour être bien, c'est pas, voilà, faut que ça reste quelque chose de sain. Avec le recul que tu as, je te donne pas de chiffres, ce serait un petit peu bizarre de donner une liste, ouais, mais quelles sont les erreurs que tu vois le plus revenir quand tu coaches en CrossFit? Les erreurs des sportifs? Oui, voilà, c'est ça. Les erreurs techniques, souvent c'est cette action des hanches. En fait, compte l'extension de hanche, il y a une extension de hanche qui est pour la gym, il y a une extension de hanche qui est pour l'haltéro. L'extension de hanche pour la gym, il y a une contraction des fessiers qui va être très proximale. C'est-à-dire que le fessier va être vraiment très tourné, il va y avoir un peu une rotation externe des fémurs. Et en haltéro, en fait, si on insiste cette contraction, on va avoir une projection de la barre vers l'avant. Alors que la barre, elle avancera toujours forcément un petit peu, parce que quand on se met debout d'une position de départ, le bassin monte, mais le bassin avance aussi, ce qui fait que la barre va légèrement s'éloigner. Et pour moi, en fait, cette contraction de hanche entre la gym et l'haltéro, en fait, la gym, dans le CrossFit, quand on voit CrossFit, on voit que la gym passe avant l'haltéro. Donc, ce côté, en fait, extension de hanche en gym ne doit pas se reproduire en haltéro. Il y a une extension de hanche qui se fait quand on se met en position debout. On ne doit pas exagérer cette extension de hanche en haltéro. Et c'est vraiment ça le plus gros problème. On va avoir des barres qui partent devant, des sauts vers l'avant, ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Et aussi, si on doit prendre le plus simple encore, c'est souvent on met trop lourd. Souvent, on a une barre de 15 ou de 20 kg pour commencer, alors que la personne, ça va représenter plus de 50% de sa RM. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de problématique. Donc, j'invite tout le monde à avoir des barres de 2,5, 5 kg dans sa structure, et en masse, plutôt que d'avoir en masse des barres de 20 et 15 kg. Ouais, c'est pas toujours facile en termes d'équipement, mais effectivement, ce serait cohérent. Après, pour ce fameux coup de hanche, tu vois, moi, j'ai déjà entendu dans des box. Or, c'est rigolo, parce qu'en plus, tu vois, le CrossFit, c'est hyper masculin, on est torse nu, c'est très testo, quoi. Quoique je trouve que ça change énormément. Mais en tout cas, moi, quand j'ai démarré en 2013, 2014, c'était le sport que pour les athlètes. Si t'avais pas d'abdos, t'avais l'air un petit peu con au milieu des autres. Maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé. Je trouve que c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde, en priorité, et je trouve que c'est très bien. Tout ça pour dire que bon, y avait ce côté un peu macho, un peu bourrin, de dire il faut mettre un coup de zizi dans la barre. Alors, bon, c'est vrai que quand t'analyses cette phrase, il y a plusieurs problèmes, problèmes techniques. Mais c'est surtout, pour aller au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont posé la question en tant qu'haltéro, de façon constructive, parce que par exemple, ils avaient vu des vidéos sur Hot Gym, sur Hook Grip, et que moi, alors je trouve que effectivement, je comprends que ça puisse être un peu trompeur, le fait que les vidéos soient au ralenti, tu vois que les athlètes tirent les trapèzes vers l'arrière, et t'as l'impression qu'en toute fin d'extension,
en fin de troisième tirage, deuxième, troisième tirage, ça dépend comment tu choisis de les découper, mais tu as l'impression qu'il y a un engagement des hanches vers l'avant. Et que du coup, les gens qui n'ont pas forcément un bon coaching en haltéro dans leur box, et qui ont du coup, je trouve ça positif, la curiosité d'aller regarder la gestuelle d'athlètes professionnels pour essayer de reproduire, puisqu'au final, les êtres humains, on est comme ça, hein, comme les singes, on regarde et on essaie de reproduire. Mais du coup, c'est un peu trompeur. Du coup, comment t'expliques, quand tu regardes ces vidéos au ralenti, que t'aies cette impression-là, qui pourtant est pas réellement une poussée de hanche vers l'avant? Alors, il y a toujours quand même un contact en fait avec de la barre avec les hanches, mais voilà, c'est dans ce sens-là, c'est la barre qui vient aux hanches, c'est pas les hanches qui vont à la barre. Et il faut aussi savoir que les hook grip ou la Wolfing Gym, là, toutes ces vidéos de slow motion des champions, c'est toujours à des charges très lourdes. Et à ces charges lourdes qui représentent 2 fois le poids du gars, en gros, et ben le mec il va devoir tirer très 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 fortement en arrière, parce que s'il y a 150 kilos devant lui et que lui il pèse 75 kilos, et ben il doit en plus de ça euh, continuer à donner une certaine vitesse à sa barre pour qu'elle puisse continuer de monter pendant qu'il va chuter. Donc il va devoir tirer très fort vers l'arrière pour que son poids, en fait, compte l'énergie qu'il met, puisse emmener la charge de 150 kg alors que lui n'en pèse que 75. C'est un peu comme sur une balance, si d'un côté tu mets 75 kg et de l'autre 150, bah, la balance elle tombera du côté des 150, donc on va devoir tirer très très fortement en arrière. Donc on emmène la barre. Et ce coup de hanche, en fin de compte, tout simplement pour regarder, c'est un tuyau tout simple. Donc si, normalement, quand le mec filme, la vidéo, elle est bien, elle est droite, et si en plus elle est de profil parfait, eh ben, il suffit juste de mettre une règle perpendiculaire à ton écran et de regarder où vont les hanches. Et à aucun moment, les hanches ne passent devant les talons. Si on prend un axe perpendiculaire par rapport au sol, à aucun moment les hanches ne passent devant les talons, parce que les hanches sont le point de puissance. Et c'est comme on lutte face à une énergie, face à une masse qui représente 150 kg, si en plus notre énergie sort de cet axe, entre guillemets, ce qui va dissocier, on va dire, c'est le milieu de la balance, hein, le point d'équilibre. Eh ben, si le bassin part vers l'avant, vers la charge, ben, c'est fini, c'est impossible. En fait, c'est juste de la logique, c'est de la logique mécanique, hein, et physique, hein, c'est vraiment du bon sens. Donc non, non, c'est impossible que des hanches puissent pousser une charge vers l'avant. Et j'en reviens un peu à ce côté gym qu'on retrouve beaucoup dans le crossfit. Cette extension de hanche, elle ne doit pas exister à ce point-là. Elle ne doit pas être aussi proximale, si on doit rentrer dans le terme technique. Ça me fait penser un petit peu à un truc. Par rapport à cette analyse, effectivement, des chaînes au grip et autres, si t'es un petit peu passionné et que tu les épluches, tu peux voir qu'il y a différentes écoles. Enfin, je pense que la plus facile à identifier, c'est la russe, ou en tout cas la Klokov, avec les pieds très, très resserrés. T'as différentes techniques. Je pense que par exemple, tout ce qui est colombien, ça va être très, très, très dynamique. On va avoir des sauts qui vont être plus impressionnants, on va dire, hein, si je fais simple. Alors qu'à l'inverse, chez les Américains, aller chez les Anglais, même si c'est pas encore un sport archi développé chez eux, ou chez les Allemands, tu vas avoir des techniques souvent un peu plus en puissance, ou en puissance décalée, quoi, avec une légère ouverture sur les pieds en réception. Alors, première question, du coup, pour toi, si je suis un débutant, si demain je vais sur ces chaînes-là, quel est le ou la meilleure athlète, ou alors les pays, les tendances qui seraient les plus faciles à observer et à essayer de reproduire pour avoir une technique qui soit pas encore trop personnelle pour démarrer, avant que tu arrives à suffisamment bien te connaître pour pouvoir ressortir une technique plus individualisée. Je pense pas pouvoir donner une réponse à ce genre de questions parce que c'est. En fait, je pense que. Ou alors, dans ce cas-là, plutôt à l'inverse que de ne pas donner une réponse qui va être beaucoup plus large, c'est essayer un petit peu tout. Essayer un petit peu tout. Je pense que c'est très important d'essayer, hein, c'est un peu comme ce qu'on pouvait avoir comme discussion en amont de tout ça, c'est essayer des choses, tester, et puis ce qui fonctionne, on le regarde. Ce qui va être important pour moi, je pense, c'est de se sentir bien, de ne pas avoir de gêne, de ne pas avoir de douleur, et de se sentir efficace et jouer avec sa barre. Parce qu'en effet, on va dire, on est dans un pays où c'est un melting pot de gens, il y a toutes sortes de nationalités chez nous, et c'est génial. Et c'est ce qui rend aussi la tâche beaucoup plus compliquée pour les coachs, c'est-à-dire que tu vas prendre un russe et un chinois, pourquoi ils vont tirer de façon différente. Le chinois, il est bréviline, donc il va être beaucoup plus en jambes. Tu vas bien voir que le tirage d'un chinois, il n'est jamais très dynamique, alors que le tirage d'un russe, c'est toujours d'une explosivité astronomique, par exemple. Les qualités physiques
et les morphotypes sont différents. Donc si on est en mesure d'identifier un petit peu son morphotype, quels sont ses points forts, points faibles, je suis plutôt fort en squat, plutôt fort en deadlift, euh, plutôt construire sa technique par rapport à ça et regarder dans ce cas-là, si on s'intéresse à un sportif, à un athlète plus précisément, regarder est-ce que ses performances, du moins le ratio de ses performances ressemble aux miennes, et là peut-être que je pourrais m'y identifier. Mais encore une fois, de toute façon, il faut faire quand même confiance à son coach dans le CrossFit. Si on n'a pas confiance en son coach, il faut peut-être changer tout bêtement. Mais je pense qu'il faut, ouais, il faut aller, il faut savoir se construire sur le plan pédagogique, et c'est vraiment aussi là-dessus sur lequel je travaille et que je commence à mettre à disposition en fait compte du contenu pédagogique avec iLift et notamment les masterclass pour apprendre à se construire. C'est-à-dire que je n'enferme pas les gens dans une technique. C'était pas mon but. Mon but c'est de rester dans les lignes larges. Comment on passe sous sa barre, comment se sentir bien, comment sentir si son placement de main est bien, si son placement de pied est bon, quel écartement. Il n'y a pas de, je donne pas de choses systémiques ou standardisées. Je suis un anti-standardisation de la technique. Et je pense qu'il faut essayer plein de choses tout simplement. Et en effet, s'inspirer, regarder les gens qui ont une grosse, qui aiment bien, entre guillemets, cette imagerie mentale, se représenter un petit peu en train de faire le mouvement de quelqu'un d'autre. Si ça leur sert, il faut le faire, il faut essayer quand même, il faut essayer un petit peu tout, je pense. Ça, ce qui me fait penser que il faudrait avoir été quand même relativement un bon athlète. Et être un bon athlète, ça veut pas forcément dire avoir des barres avec des chiffres indécents pour être potentiellement un bon coach. Puisque, enfin, moi en tout cas, quand j'ai appris, quand j'ai été formée à l'origine, je me souviens qu'on me disait tout le temps, ce qui est important, c'est les sensations. Tu vois, est-ce que tu sens que tu es en déséquilibre avant? Est-ce que tu sens que tu pousses sur tes jambes? Est-ce que tu sens tes trapèzes sur la fin de ton tirage? Il y avait beaucoup de, c'est pas seulement c'est réussi ou c'est raté, c'est beaucoup est-ce que tu as fait la bonne gestuelle et est-ce que tu as senti tel élément ou tel élément. En gros, est-ce que tu as conscience de ce que tu es en train de faire? Ce qui me fait penser que pour être potentiellement un bon coach en haltéro, il faut que tu sois toi-même un bon athlète pour que tu puisses savoir qu'est-ce que je dois ressentir, à quel moment, comment, si c'est pas le cas, comment je corrige, d'avoir un minimum d'expérience de ça pour pouvoir transmettre ensuite de façon efficace. Oui. Bon athlète, je sais pas, mais faut avoir pratiqué en tout cas, c'est sûr, et s'être investi dans sa pratique. Voilà, c'est un peu comme ce que tu, ça revient un peu ce que tu dis, je pense, pas forcément d'avoir des barres indécentes, mais oui, il faut s'être investi dans sa pratique et avoir creusé. Et ce que tu dis, avoir ces sensations, voilà, un bon coach, c'est un coach qui va qui va demander du feedback à ses sportifs. Si un coach, il a qu'un format descendant dans sa pédagogie, il n'aura pas de résultat. Pour moi, c'est destructeur en fait compte de donner du format descendant. C'est comme tout ce qui est le système de formation, ou même le système scolaire, pardon, je balance. Le système scolaire qui est sur un format descendant, je trouve ça totalement stérile. Et comme tu dis, voilà, faire ce côté feedback, comment tu t'es ressenti, comment tu as vécu les choses, est-ce que tu étais bien, ça ne correspond pas à la technique que je t'ai demandé de faire. Mais si tu étais bien et que tu t'es senti efficace, alors on va creuser ces choses-là parce que si tu te sens bien et efficace, il y a plus de chances que tu performes en toi, te sentant bien. Je suis assez d'accord. J'ai eu la chance d'aller à Dubaï et donc du coup, comme forcément je suis sur les réseaux sociaux, je suis allée directement à Inner Fight, qui est une boxe assez connue puisqu'à l'époque, maintenant ça a tourné un petit peu, mais il y avait des athlètes qui faisaient les games qui étaient dans cette boxe-là. J'ai eu la chance de faire un cours avec André Houdet, que certains connaissent dans le CrossFit puisqu'il a été coach pendant un moment également à CrossFit Louvre. Et moi, j'y étais allée aussi en regardant avec un regard de honneur de boxe à l'époque. Et j'avais été surprise par une chose, et je la comprends de plus en plus maintenant, c'est que il nous avait expliqué que ils étaient pas très branchés programmation. Il y a la partie programmation pour la boxe, qui est faire le programme des cours au quotidien, qui est le cœur de ton métier et qui est un indispensable. Hein. Les gens, ils payent pas seulement pour venir rentrer dans une salle et voir un mec en short qui va leur donner des conseils, quoi. Il faut quand même que ce soit structuré. Voilà. Donc ça, c'est la partie indispensable, sachant que voilà, si t'es pas très à l'aise avec ça, par exemple en CrossFit, mais ça vaut également en haltéro, tu vas sur crossfit.com, tu fais le programme du jour, tu rajoutes du skill éventuellement, tu t'adaptes à ton public, bref, ça c'est un cours standard. Mais ils étaient pas forcément très branchés programmation compétiteur, d'abord parce que c'est très difficile, à partir du moment où tu mets le tampon compétiteur, tout le monde se sent compétiteur, parce que personne n'a envie de se cataloguer comme débutant ou niveau moyen, on va dire. Tout le monde a plutôt envie de se dire qu'il est bon, et c'est légitime. Donc du coup, tout le monde voulait faire la prog compétiteur, et la limite de ça, c'était qu'effectivement,
bon, ça se limitait à envoyer de l'information avec des gens qui le faisaient chacun de leur côté, et que eux, ce qu'ils avaient pris le parti de développer énormément, et moi je suis convaincue que c'est une très bonne chose, effectivement, surtout par rapport à ce que tu viens de dire, c'était de se dire, je fais pas de prog, je fais plus de services comme du coaching individualisé. C'est-à-dire que je prends moins de personnes, mais par contre, je fais de la prog individualisée, je fais du feedback et j'apporte une plus-value. Donc oui, le service est plus cher, et ça peut être la limite pour certaines personnes, mais de façon beaucoup plus constructive. C'est-à-dire que c'est des conseils qui te serviront toujours. C'est-à-dire que même si tu dis je fais de la prog comme ça pendant 6 mois, puis un jour j'ai plus trop les moyens, ou alors je me sens un peu plus à l'aise, j'arrête, les conseils ils te serviront toujours parce qu'ils sont personnalisés. Et tu les auras pour la vie, quoi, potentiellement. Totalement. Est-ce que, alors moi, comme tout le monde, je vois que ça fleurit sur les réseaux sociaux, que ce soit en crossfit ou en haltérophilie. Est-ce que toi, t'es pour une programmation généraliste, ou est-ce qu'au contraire, t'es vraiment un fervent partisan de l'individualisation? Alors, je suis un fervent partisan de l'individualisation, bien sûr. Après, il y a ce côté économique que tu peux comprendre aussi, c'est-à-dire faire une programmation que tu vas vendre pas très cher et que tout le monde peut acheter. Eh ben, ça prend pas beaucoup de temps de faire une programmation que tu vas vendre 20, 30 euros par mois, mais que tu vas vendre à 1000 personnes, plutôt que de faire des programmations que tu vas vendre 120, 150, peut-être 200 euros par mois, et tu vas t'occuper de 3 à 4 personnes. Voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui font aussi le calcul comme ça. Moi, j'adore le côté individualisation, mais j'ai aussi envie de véhiculer mon approche. Donc c'est pour ça, là, je suis pas vraiment sur une programmation, par exemple avec Alif, je prends mon exemple. C'est plutôt des séances, et chaque séance elles vont avoir en quelque sorte une thématique pour se chercher techniquement. Ensuite, tout ce qui va être programmation, en tout cas pour de la compétition, oui, tu es obligé d'individualiser. C'est impossible pour moi de faire de la compétition en faisant du mouvement général, ou alors c'est pareil, on se met tout de suite des limites, on sait déjà quelles limites on va atteindre. Et j'aime pas entraîner des gens en me disant bon, on a déjà ces limites-là qui sont en place. Non, non, j'ai envie que voilà, les chakras ils s'ouvrent et qu'on puisse vraiment creuser ensemble, creuser à deux, comment évoluer. Et puis surtout, on peut avoir du feedback. Et un bon coach a le feedback de son sportif. Une programmation générale n'offre pas le feedback de son sportif. Ou alors il n'est pas écouté. Bon, tu vois, d'un point de vue économique, je suis même pas certaine. Après, j'ai pas le nez dans ces chiffres-là. Je pense qu'il y a plein de personnes qui font des programmations qui auraient des données un peu plus précises que moi là-dessus, mais Sûrement, oui. je suis même pas sûre pour l'aspect économique parce que je le vois autour de moi. Soit tu as une très grosse prog, qu'on train, prépare dans ce moment sur le CrossFit par exemple, et les gens achètent parce que voilà, on est sûr de la qualité. Il y a des athlètes internationaux voilà, qui font aussi la pub, ça a une grosse aura. Par contre, je pense que pour les plus petites prog, et quand je dis plus petites prog, je remets pas en cause leur qualité ou quoi que ce soit, c'est plus que en termes du nombre de personnes potentielles qu'elles touchent, c'est moindre par rapport aux mastodontes qu'on connaît. Je pense que même d'un point de vue économique, c'est un peu limité, puisque la plupart des gens, il y en a un qui paye et il screen et il l'envoie aux autres. Et je pense que du coup, je me pose la question de faire ce genre de choses parfois parce que je me dis, c'est vrai que si tu veux faire quelque chose de qualité, ça prend du temps. Et je suis même pas sûre que tu touches tant de personnes que ça, puisque forcément, t'as toujours un peu les filous qui s'arrangent avec les tarifs, et je suis pas certaine qu'on puisse atteindre si facilement les 1000 personnes, par exemple. Et donc du coup, Alors vraiment, si, c'est un parti pris pour moi, mais je me dirais, oui, effectivement, je préférerais avoir 10 clients en individuel pour une somme équivalente à 50 personnes en généraliste. Mais après, c'est des débats, je pense. oui, c'est des débats. Bah, alors si, comme tu dis, si le gars il screen, déjà s'il paye une programmation, on lui envoie juste un PDF avec trois trucs écrits et une photo, bah, c'est que le gars il se fait avoir. Moi je travaille beaucoup avec des vidéos où on parle, où on explique. Tu vois par exemple, là ce que je mets en place, c'est chacun, ils peuvent poser leurs questions et une fois par semaine, je réponds aux questions de chacun des abonnés. Tu vois, voilà, il y a quand même toujours une petite forme d'individualisation, même dans ce côté où on va toucher plus de monde. J'ai besoin d'avoir ça et je pense qu'à un moment, je limiterai le nombre de personnes parce que j'ai besoin d'avoir ce lien, ce rapport avec les gens. S'il fait une capture d'écran de ce qu'il a reçu pour ce qu'il a payé et que ça lui permet de le passer à d'autres, je pense que c'est un peu léger comme contenu, même si c'est pas cher. Je
Je pense qu'il y a peut-être des gens qui se reconnaîtront, mais je trouve ça un peu. Non, non, mais je comprends. Effectivement, moi, je pense que c'est un avis personnel et c'est un parti pris. Je pense que les deux se comprennent. Et puis surtout, il y a aussi le fait que, à l'origine, c'était comme ça. Donc forcément, on part toujours d'une base. Oui, Et oui, après, on trouve les bien limites sûr. et on améliore, etc. Et forcément, les choses évoluent. Je trouve qu'effectivement, quand tu as plus de points de contact, c'est beaucoup plus constructif. Et surtout, quand on y pense, c'est plus constructif plus rapidement. C'est la garantie d'obtenir des résultats beaucoup plus rapides Certainement, oui. et bien meilleurs. Je vais revenir sur tes séminaires également parce que je voulais te poser une Mhm. question tout à l'heure. Je suis contente, je ne l'ai pas oublié en cours de route. Je me demandais pourquoi, parce que je m'intéresse à ce que tu fais, Joachim. Merci. Il y a plein de formes de séminaires altéro en France. Après, on sait que les séminaires, c'est un peu les séminaires, les workshops, c'est les cliniques, ça a plein de noms. Évidemment, la qualité, ou en tout cas le contenu de ce qui est proposé, c'est assez variable. Par contre, les formats, moi, je trouve, sont toujours les mêmes. En général, c'est une journée ou un week-end. Ensuite, il y en a qui font un week-end, une journée arrachée, une journée épaulée jetée. Il y en a qui font une journée arrachée plus épaulée jetée. Je sais qu'il y en a qui sont partisans de faire une démonstration, d'autres pas. Donc je pense que ça dépend aussi de ton profil et de ton passé athlétique pour le coup. Toi, j'ai vu que tu faisais donc plutôt, tu me reprendras hein, si je me trompe, mais plutôt sur une journée. Mais ce que j'ai vu chez toi, que j'avais pas forcément trop vu chez les autres séminaires qui se font en ce moment, c'est le côté donner un niveau. C'est-à-dire, il y a un level 1, il y a un level 2, et j'ai vu sur ton site que toi, tu étais level 3. Pourquoi tu as choisi de découper comme ça? Quelle est l'expérience qui t'a amené à faire ce choix-là? Et en gros, est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, donc il y a 3 niveaux parce que je partais du principe il y avait souvent des acquis, on va dire entre guillemets, différents, suivant le public que je pouvais avoir. Parce qu'avant je faisais pas des séminaires, en tout des séminaires, j'ai dû faire en tout dans ma vie une soixantaine de séminaires d'haltéro pour l'instant, dont une trentaine avec Highlift. Les séminaires avant, moi, que je donnais, c'était, bah, comme tu dis, arraché, épaules jetées, on faisait des exercices, on montait sur un RM, et puis on causait un petit peu. Et puis on donnait à peu près la même consigne à tout le monde. Aujourd'hui, moi, ce que je fais le niveau 1, en fait, compte, le principe, il est simple, c'est on travaille tous sur de la technique. C'est-à-dire qu'on va rester à des charges très minimes. Par exemple, le snatch, on passe 1 heure et demie sur le PVC, les gens ne voient pas passer l'heure et demie. Et c'est le retour que j'ai constamment parce qu'en fait, compte, on donne du sens à ce qu'on fait avec son PVC. Donc le PVC, c'est un peu un leurre. On va apprendre à bouger son corps, à ce que chaque action du corps ait un sens et un rôle à jouer dans le mouvement. Et ensuite, on va le retransmettre tranquillement avec une barre sans jamais dépasser les 60% du RM si on connaît la RM. Sinon, on reste à des charges qui sont très accessibles, très abordables. Ensuite, le level 2, on part du principe que tout le monde a un acquis technique grâce au level 1. Et on va pouvoir commencer à pousser la bécane et monter sur des charges à 70-80% et répéter, en fait, compte, du moins, reproduire cet automatisme avec une charge plus élevée. Et le niveau 3, on est vraiment sur l'aspect mental, c'est-à-dire dans quel état d'esprit est-ce que j'étais au moment où j'ai réussi à faire une bonne performance. Quel était l'environnement, comment je me sentais, qui autour de moi, est-ce qu'on m'encourageait, est-ce qu'on criait, est-ce que c'était le silence absolu. Voilà, essayer de comprendre quel est l'environnement qui me permet d'être bon et de le reproduire à tout moment. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, je sais que j'ai besoin d'être dans cet état d'esprit pour être performant. Voilà, c'est plutôt apprendre à se connaître, c'est plutôt du mindset, le niveau 3. Le niveau 2, c'est vraiment valide une technique à des charges supérieures, mais qui ne permettent pas non plus une concentration extrême, mais plutôt de reproduire la technique à une charge supérieure. Et le niveau 1, c'est vraiment construire sa technique. Donc là, le niveau 1, on adapte constamment les mouvements suivant les pathologies, les morphologies des gens, comment ils vont comprendre les choses. Par exemple, il y a des gens, ils n'arrivent pas à chuter. On va enlever ce problème de chuter par remonter de la flexion. Tu vois, c'est des choses toutes bêtes, mais on va passer sur des intentions, des images, travailler des yeux fermés, sans barre. Voilà, on est vraiment sur autre chose que ce qu'on peut trouver ailleurs dans les séminaires. Et c'est la vraie valeur ajoutée de Highlift, c'est qu'on va vraiment construire un socle solide pour la suite des événements, même s'ils ne font pas le niveau 2, niveau 3. Ça permet d'avoir un socle solide pour avoir une bonne continuité dans sa pratique CrossFit. J'imagine que tu dispenses plus de level 1, enfin de niveau 1 que de niveau 2 et 3. Moi, j'ai l'impression, à toi de me dire, hein, mais que le public qui est en demande de ce genre de séminaire, quand on l'analyse un peu, moi j'ai fait un séminaire avec Locoff, en tant que participante, hein, évidemment. J'ai fait également des petites cliniques dans la box où je travaillais précédemment et où j'étais coach en haltérophilie, justement.
Et j'avais l'impression que les gens qui venaient souvent sur ce genre d'événements, c'était souvent des débutants, donc ce qui voulait dire qu'ils avaient potentiellement pas les clés dans leur box, ou alors simplement qui... Parce qu'on on le connaît hein, aussi ce profil-là, hein, y a les cours qui existent, mais les gens viennent pas, et du coup ils ont pas un super niveau, ils le regrettent, mais ils déclenchent pas forcément l'action d'aller s'inscrire sur le cours dédié, etc. Donc il peut y avoir une remise en cause du prof, parce qu'on peut se dire, bon, bah, s'ils viennent pas, c'est peut-être parce que ma pédagogie, elle est pas adaptée, ou de la motivation de l'athlète. Mais tout ça pour dire que j'ai pas souvent eu des gens qui étaient pas mauvais, on va dire, pas dans le sens jugement pour les autres, hein, mais qui étaient pas mauvais, mais qui voulaient être encore meilleurs. J'ai souvent eu au contraire des gens qui venaient presque avec une copie blanche et qui disaient, bah voilà, moi j'ai quasiment tout à apprendre ou à réapprendre et c'est ce que je cherche. Est-ce que toi, tu as beaucoup ce profil-là ou est-ce que tu as aussi quand même un panel de personnes un peu plus expérimentées qui viennent pour faire je dirais, de l'ajustement? Alors j'ai un socle, on va dire, un peu fixe de personnes qui sont pas mauvais, mais comme tu dis, qui viennent quand même continuer à pratiquer. Après, j'ai un turnover sur des personnes qui viennent faire un petit peu pour progresser, se sentir plus à l'aise, et souvent ils essayent de revenir. Et je sais que les cours d'haltérophilie, maintenant, ils sont tout le temps pleins. Du moins, ils étaient tout le temps pleins, parce que maintenant c'est fermé. Ils étaient tout le temps pleins. Mais ça, je pense que alors, libre à toi de penser que ta pédagogie est bonne ou pas bonne, ou que les sportifs pensent ça, mais si, comment dire, comment ils peuvent se donner cette légitimité de se dire elle est bonne dans ce qu'elle fait, bon, ça je pense que c'est encore autre chose, mais je pense que par contre le coach qui va dispenser les WOD et voir que certaines personnes ne sont pas à l'aise du tout en haltérophilie doit être prescripteur des cours d'haltérophilie que tu vas donner. Je pense que c'est à lui de conseiller, d'indiquer, de donner cette information. Il y a des cours d'haltérophilie à telle heure. Après, si ça colle pas, bon, ça peut être des choses qui peuvent s'aménager, mais je pense qu'il faut diriger les personnes et peut-être apporter un peu plus de rigueur. Écoute, pour ta sécurité, il faut que tu ailles prendre des cours d'haltérophilie. En plus, c'est compris bien souvent dans le forfait. Donc, il faut prendre des cours d'haltérophilie pour être plus safe parce que le coach en CrossFit, il va avoir 5, 10, 15 minutes max sur un skill pour pouvoir corriger une douzaine de personnes, du moins suivre une douzaine de personnes. Donc je pense que le coach, en tout cas le head coach, doit être prescripteur des cours d'haltérophilie s'il estime que son pratiquant en face de lui en a besoin. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Toi, à titre perso, sur tes séminaires, mais même de ce que tu as pu voir ou expérimenter, pour toi, sur un séminaire et sur un cours, donc deux choses bien différentes, pour toi, quel est le nombre de personnes maximum que tu peux coacher pour que tu puisses vraiment sentir que tu peux accompagner au mieux chaque personne? Alors après, tout variera bien sûr par rapport au public que tu as en face de toi, mais en séminaire, vu qu'on a toute une journée, on a 8 heures tous ensemble, 16 personnes, ça passe et ça se fait très bien. J'ai déjà fait à l'époque quand je faisais des séminaires et je commençais à dériver sur mon approche high lift. J'ai fait une fois un séminaire, c'était dans mon Tour de France, je crois. C'était autre chose, je sais plus. Et ils devaient être 24. En fait, le coach avait pas mis de limite et il a fait venir tout le monde. Et donc au début, les sportifs m'ont dit, du moins à la fin, ils m'ont dit qu'au début, ils pensaient qu'ils n'allaient pas avoir l'attention qu'ils pensaient vu qu'il y avait trop de monde. Et en fait, compte, non, tout s'est bien passé. Mais j'ai préféré rester quand même sur 16 lors des séminaires. Et 16, ça se construit très bien. J'arrive à toucher à tout le monde. On garde entre guillemets 20 minutes d'intention en temps réel par personne. Donc ça reste quand même assez intéressant. Et par contre, en cours, 12, c'est très bien. Après, ça dépend de qui tu es en face de toi. Quand on va dire 12 et que tu as un noyau dur qui comprend déjà assez bien ce que tu leur expliques comme exercice, les attentes que tu as d'eux, ça va se faire bien. Et parce que tu vas avoir 5, 6, entre guillemets, moins expérimentés, ça va 12. Mais après, voilà, entre 10, 12, mais je dirais pas plus de 12. Quoi. Je dirais pas plus de 12. Écoute, on est déjà à 45 minutes, donc je vais aborder un dernier sujet, moi, qui me tient à cœur Oui. et qui va parler, je pense, aussi à certaines personnes. Pour toi, donc ce sera plutôt le sujet de la féminité au sens très large. Dans ton approche du coaching, est-ce que tu vois une différence entre la façon de coacher les hommes et les femmes? Et évidemment, si oui, lesquelles? Est-ce que je vois une différence de coaching entre un homme et une femme? Alors là, J'ai l'impression que l'approche, par exemple, même limite psychologique, enfin, tu vois, nous, on travaille ensemble sur la partie coaching depuis quelques temps. Je sais que moi, personnellement, alors je sais pas si c'est moi en tant qu'athlète ou moi en tant que femme, ou moi en tant qu'athlète femme, mais
j'ai besoin de tout dire, tu vois? Comment je me sens, si j'ai pas forcément te raconter ma vie dans le sens de problèmes personnels, mais je pense que c'est important pour un coach qui individualise d'avoir, toutes les clés pour comprendre Mhm. C'est sûr. et à l'inverse, j'ai beaucoup moins peur de me montrer entre guillemets «vulnérable». Enfin, pas d'appeler à l'aide, mais de, voilà, de dire clairement quand c'est une mauvaise passe et que j'ai besoin d'être encouragée. Alors que, même si c'est un peu cliché et que je devrais peut-être pas forcément le voir comme ça, j'ai l'impression que les hommes feront pas ça. Tu vois, ils seront moins dans cette Euh, communication plus personnelle et que du coup, la façon dont tu peux coacher, la façon dont tu peux être présent dans l'accompagnement, peut-être plus psychologique que technique pour le coup, il est pas du tout le même. Ou alors il y a que ouais, moi qui ouais, je suis vois ce comme que ça. tu veux dire. Merde. Non, 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 mais après, j'aurais plus un avis dans les athlètes. Tu vois, là, ces derniers temps, je suis surtout des femmes, entre guillemets, performantes. Et oui, on a besoin elles ont besoin de parler de leur état d'esprit. Et je pense que c'est super important et c'est quelque chose que les gars font beaucoup moins. Le gars est plus en mode ferme ma gueule et je ferme ma gueule et puis j'y vais, je bosse. La femme va avoir besoin d'en parler. Et moi, je trouve ça plutôt bien parce que je suis un coach j'ai beaucoup d'empathie en fait. Quand j'ai besoin de comprendre l'état d'esprit de la personne que j'ai en face de moi pour m'adapter et lui produire les meilleurs entraînements possibles. Après, en tant que coach, je pense que c'est important d'écouter ces sportifs, mais après, il y en a qui vont parler, d'autres qui vont moins parler. Et dans le CrossFit, on n'a pas vraiment trop le temps, j'ai l'impression, hein, de parler. Par exemple, si on voit un coach qui va avoir 3 cours de suite à donner, eh ben, le premier cours, il va peut-être avoir le temps au début, le troisième, il va peut-être avoir un peu de temps à la fin, mais le cours qui se trouve au milieu, ben, c'est bonjour, au revoir, quoi. Et derrière, entre deux, je vais dispenser mon cours. Donc il y a peut-être un peu moins d'échanges. Après, cette différence homme-femme, je suis en incapacité de te dire, je pense qu'il y a il y a du mieux et du moins bien partout. Si je dois prendre quelque chose un peu cliché, la femme va être plus entreprenante et va avoir plus de courage, entre guillemets. L'homme va être moins courageux mais plus empathique et peut-être mieux comprendre certainement certaines choses. Mais voilà, ça reste quelque chose qui est totalement instable, donc je ne saurais pas réellement quoi te répondre à ça. Ouais, bah, je pense que c'est effectivement très personnel, hein, puisqu'il y a pas, c'est pas aussi binaire que ça. Et heureusement, puisque je pense que Bah ouais. la, le vrai féminisme, entre guillemets, aujourd'hui, c'est de se dire qu'il n'y a pas, enfin, pas homme-femme, c'est juste qu'une femme, elle doit juste être capable de faire la même chose qu'un homme, évidemment pas en termes de charge, hein, mais en termes juste de possibilités, et que tout le monde trouve ça tout à fait normal sans se dire c'est deux catégories différentes. C'est juste un individu qui fait des barres. Voilà, ça devrait être juste ça. Pour moi, c'est ça être moderne. C'est avoir une approche qui soit pas du tout sexuée, qui soit juste une approche de la Ah oui, oui, performance et oui. de l'individu. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, comme tu dis, et puis même au-delà de ça, je pense que c'est pas la femme doit être capable de faire ce que fait un homme, parce que je pense que la femme a quand même, j'ai envie de dire, beaucoup plus de compétences, en tout cas de détermination dans une tâche qu'un homme. Alors ça, c'est un constat qui est assez personnel de ce que je peux voir, mais et je pense que l'homme devrait s'inspirer de ça aussi, et je pense que, ok, une femme doit peut-être faire la tâche d'un homme, mais un homme doit être capable de faire aussi la tâche d'une femme. Je veux dire, faut qu'on reste vraiment dans une symétrie absolue. Je dirais, il n'y a pas de féminisme, de masculinisme, je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, je veux dire, chaque individu a ses plus, chaque individu a ses moins, et un individu reste un individu, quoi. Et du coup, je te pose une dernière question là-dessus. Je suis désolée, j'avais décidé de m'arrêter, mais en fait, j'ai encore plein de questions. Mais je t'en prie. Je sais que tu coaches aussi Manon Angonès, qui est une Mhm. athlète internationale en CrossFit, alors, malheureusement, et j'en suis bien triste, mais qui devait faire les CrossFit Games cet été. Je sais pas encore trop comment ça va fonctionner pour eux. Je sais pas si c'est annulé, si c'est reporté, si pour l'instant c'est maintenu. En tout cas, j'espère pour elle, quoi qu'il en soit, qu'elle les fera et que s'ils sont décalés, elle sera toujours bien de la partie, puisque à ce niveau-là, on peut pas dire que ce soit pas mérité. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement ce que tu fais avec elle, puisque toi tu fais vraiment 100% haltérophilie, donc comment tu arrives à lui rajouter de la technique et un travail spécifique à destination du CrossFit? Alors oui, donc Manon, elle a un double objectif. Elle a les CrossFit Games pour lesquels elle est qualifiée cette année, et elle a les championnats d'Europe d'haltérophilie pour lesquels elle est qualifiée cette année aussi. Donc les championnats d'haltérophilie ont été décalés au mois de juin. Donc moi, comment je travaille avec Manon, donc c'est suivant ces périodes aussi, parce qu'elle va avoir des périodes qui vont être plus aéro, d'autres périodes plus force. Voilà, il y a des périodes, et ben moi je me cale aussi sur ces périodes, hein. Je suis pas le chef de file dans l'entraînement,
c'est Mathieu Dubreuil de Force 5 qui est le chef de file de l'entraînement de Manon là-dedans. Donc moi, je m'adapte un petit peu à tout ça et aux besoins de Manon pour tout ce qui va être haltérophilie. Donc on a recréé un socle technique, en fait, compte, on va dire tous les 2-3 mois, on va rajouter une petite pièce technique au puzzle qu'on va ensuite valider, qu'on va retransmettre et valider petit à petit sur des charges plus max. Alors par moment, bien sûr, on va être axé sur de touch and go, des choses comme ça. Quand elle va rencontrer une difficulté en WOD sur de l'haltéro, eh bien, on va essayer de comprendre d'où vient cette difficulté, comment l'intégrer, comment mieux la reproduire. Alors Manon, ça reste une athlète qui a de grosses qualités de force physique, donc souvent l'haltéro n'est pas son péché, mais si on doit la comparer à des haltérophiles professionnels, il y a encore du travail par rapport à la force. Voilà. Donc il y a tout un équilibre à trouver par rapport à ça. Et non, maintenant, après, c'est quelqu'un qui a de grosses facultés de compréhension. C'est-à-dire, on va lui expliquer quelque chose, elle va dire ah, ok, ça marche, boum, et boum, c'est en place. C'est très rapide. Et je pense qu'un sportif de haut niveau, s'il n'a pas, du moins un sportif, s'il n'a pas cette capacité-là, c'est dur d'arriver de devenir sportif de haut niveau. C'est-à-dire de comprendre et de rebondir tout de suite parce elle est coachée à distance tout le temps, Manon. Et voilà, quoi, comment dire, c'est vraiment, je m'adapte en fait compte à sa demande. Je m'adapte à ses besoins et on construit des séances, des cycles suivant ses besoins, suivant ses compétitions et suivant ce que moi aussi j'observe et les besoins qu'elle peut avoir. Ok, bah c'est top. Ça doit être très intéressant de bosser avec elle. En tout cas, elle a très bonne presse dans le milieu, donc ça doit être une belle expérience. Oui, totalement. Et elle a un côté, elle a même je reprends aussi un peu là-dessus sur ce que tu dis, elle a un côté très éthique. Elle est très antidopage. Tous les sportifs avec qui j'ai pu travailler, je leur demande s'ils sont déjà dopés, s'ils se sont dopés ou s'ils ont l'intention de se doper. Parce que c'est quelque chose qui est malheureusement tabou et c'est pas un tabou qui. Moi, je n'ai pas forcément de tabou par rapport à ça. C'est juste, je pose cette question et pour le savoir, et elle est très très antidopage. Elle est même anti-paracétamol, si on peut aller au bout des choses. Et j'adore ce côté-là où, en fait, elle construit sa performance autour, grâce à son environnement, à son alimentation, ses amis, tout ce côté social. Je veux dire, elle est vraiment très intéressante. Donc, je connais pas tous les autres crossfitters qui ont ce niveau, mais si on doit s'inspirer de quelque chose ou de quelqu'un pour aller chercher de la performance ou le meilleur de soi-même, je pense que c'est certainement, en tout cas pour moi, la meilleure personne que je connaisse pour le moment. Ouais, elle a l'air très. Si je résume, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'en ai, c'est qu'à travers les réseaux sociaux, donc c'est quand même une toute petite lucarne, mais elle a l'air très équilibrée, tu vois. Tu sens pas. Moi, pour avoir côtoyé certains crossfitters de bon niveau, récemment ou même il y a plusieurs années, quand tu as des discussions perso, des fois, tu sens un petit peu le mal-être de la personne qui est écrasée par ses objectifs ou par la taille de ses rêves, quoi, et qui s'en retrouve un peu paralysé, qui en perd le plaisir. Et moi, je pense que tant que tu as la passion, tant que tu as le plaisir, au final, même si tu n'atteins pas tes objectifs ou que les choses se passent pas comme prévu, parce que c'est jamais le cas, hein, faut pas, faut pas rêver, et il te restera toujours cette éthique de travail pour le reste de ta vie, et voilà, et des souvenirs d'une activité que tu as faite avec passion, des rencontres, etc., qui restent des trucs que tu pourras raconter dans ton EHPAD, quoi. Enfin, ça va bien, ça va bien. S'il y a encore du monde dans les EHPAD. Pardon. Oh, Pardon, j'ai un peu du monde. non, mais pas de souci. J'ai failli la faire juste avant dans la question et je me suis arrêtée juste à temps. Je me suis dit, bon, c'est jamais, tu vois, c'est que le deuxième épisode, si je commence à perdre tout le monde maintenant, c'est dommage. Je viens d'acheter un micro quand même, un peu chiant. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas forcément trop tirer sur la corde puisqu'on arrive déjà presque à 1 heure. Donc si on a réussi à maintenir tout le monde jusqu'ici, c'est vraiment top. Pour terminer, je te laisse juste la parole. Est-ce que tu veux prendre le mot de la fin ? Alors, quelque chose à ajouter pour clôturer ça. Alors, si on doit rester dans l'haltérophilie pure, c'est construisez-vous un geste, restez logique. Et il faut avoir du bon sens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bon sens. Et puis, je vous invite aussi, bien sûr, à venir faire un petit tour sur le site iLift où il y a un blog, il y a plein de choses aussi qui sont accessibles gratuitement. Il y a les masterclass qui, elles, sont payantes. Mais voilà, c'est que du contenu pédagogique et je suis vraiment hors standardisation. On est vraiment sur l'individualisation du geste au maximum. Voilà. Et bien, merci aussi pour toi, Cyrielle, pour ce temps d'écoute, cet échange qui était vraiment très intéressant et productif, que je serai prêt à reproduire quand tu veux, avec grand plaisir. C'était génial. Un grand merci à toi. Bah écoute, merci à toi aussi, c'était un plaisir, c'était très interactif, c'était super agréable.
Effectivement, comme on se le disait tout à l'heure un peu en off, j'espère qu'ensuite on pourra aborder des sujets beaucoup plus précis, peut-être sur des versions un petit peu plus courtes du podcast, mais pour traiter vraiment une question en particulier. Et également, je rebondis sur ce que tu as dit, je vais vous mettre en légende tous les liens vers les réseaux sociaux de Joachim, de iLift, vers le site internet, etc. Et vous pouvez retrouver le podcast du coup à tout moment sur YouTube et sur Spotify. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà, merci beaucoup Joachim, et puis du coup on se retrouve bientôt j'espère. Et ouais, mais j'espère aussi. Merci Cyrielle, Canavo. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.